Le 12h30, le rendez-vous du jour. Un Belge sur deux est en vulnérabilité numérique. C'est ce qui ressort du baromètre de l'inclusion numérique qui vient d'être présenté par la Fondation Roi-Baudouin. Et pour en parler avec nous, nous recevons une des autrices de ce rapport, Laura Ford-Lucet-Louvain. Bonjour. 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 Alors, on dit un Belge sur deux est en vulnérabilité numérique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, vulnérabilité numérique ? Donc, derrière ce chiffre de vulnérabilité numérique, on inclut à la fois les personnes qui sont non utilisatrices du numérique aujourd'hui en Belgique. Il y a encore environ 7% de la population qui est dans ce cas. Et le reste, donc les 39 autres pourcents, qui sont les personnes qui sont considérées comme étant faiblement compétentes au niveau numérique. Ce qui entraîne, en fait, dans un cas comme dans l'autre, de plus en plus de situations dans un monde où le numérique est omniprésent, de plus en plus de situations de risque d'exclusion accrue, dans la mesure où on sait qu'on a de plus en plus de services qui se digitalisent, et donc cela peut entraîner pour ces personnes-là des difficultés en fait à accéder à toute une série de biens, à toute une série de services dont certains sont essentiels. Alors vous avez fait donc cette enquête qui porte par contre uniquement sur les 16-74 ans. Est-ce que cela ne fausse pas, parce qu'on peut avoir l'impression quand même que la fragilité numérique et la vulnérabilité, elle est peut-être plus chez les seniors encore, et donc ce chiffre pourrait augmenter. Alors oui, tout à fait. Le fait qu'on se base sur les personnes de 16 à 74 ans, c'est en fonction des données qui aujourd'hui sont à notre disposition. Maintenant, c'est certain que les seniors sont de longue date en fait identifiés comme un public qui est en difficulté face au numérique. Donc il se pourrait que le chiffre soit encore plus élevé dans leur cas, mais de la même manière aussi de l'autre côté, parmi les plus jeunes, bien que les jeunes, par exemple, en dessous de 16 ans ou les 16 à 24 ans qu'on reprend dans l'étude, soient énormément connectés, on voit qu'ils font aussi face à des situations de vulnérabilité, notamment des jeunes qui sont plus défavorisés sur le plan socio-économique. Oui, on s'en est bien rendu compte, notamment pendant la période Covid, avec ces enfants qui devaient suivre les cours à distance et qui n'avaient pas forcément d'ordinateur à la maison. Je pense que c'est une réalité. Exactement. Et donc là, on voit, il y a cette différence selon l'âge, évidemment, mais vous le pointez quand même du doigt dans votre baromètre. Il y a surtout une différence en termes de revenus, et que ce sont les personnes en fait avec les plus faibles revenus, forcément, qui n'ont pas accès à Internet, même si dans la plupart des ménages, on a quand même Internet à la maison. Oui, donc le niveau de revenu continue à jouer un rôle en fait assez discriminant dans la question de l'accès. On voit qu'il y a une hausse de l'accès partout, mais en effet, il reste environ un ménage pauvre sur 5 qui est non connecté à Internet au domicile. Mais à côté de ces niveaux de revenus, ce que ce baromètre met aussi en évidence, c'est la question du niveau de diplôme. Et on voit que en matière d'inégalité numérique, la question du diplôme, du niveau de diplôme, joue un rôle de plus en plus déterminant aussi. Donc ça veut dire qu'on va vraiment voir une très très grande différence, même chez des personnes qui peuvent avoir des revenus importants parce qu'elles ont un travail manuel, je pense par exemple à des plombiers notamment, mais qui ne vont pas avoir cet accès donc, à Internet parce que le niveau de diplôme est bas. Oui, voilà, c'est une possibilité. Maintenant, évidemment, toutes ces variables, comme vous le dites, elles sont à prendre ensemble. Mais il est certain que au moins, par exemple, on a un niveau de diplôme élevé, au plus on va être exposé à des risques. Mais tout ça varie évidemment énormément aussi en fonction, du parcours des personnes et de leurs opportunités en fait de se familiariser avec le numérique tout au long de leur vie. À Bruxelles, il y a quand même une grande partie de la population qui a peu de qualifications, qui est infraqualifiée. Est-ce qu'il y a des différences entre la capitale et la Wallonie et la Flandre ? Alors oui, on voit des différences entre les régions, aussi dans le sens où la région flamande, par exemple, est de longue date aussi, a beaucoup plus misé de longue date sur sa digitalisation, avec donc la région de Bruxelles-Capitale et la région wallonne qui sont souvent, dans la plupart des statistiques, un peu moins bien placées. Maintenant, sur les 2 dernières années, c'est difficile de faire une généralité. On voit par exemple en région bruxelloise qu'il y a une forte hausse, une hausse assez marquée de l'utilisation des services essentiels en ligne qui s'est réalisée, et de manière générale dans le baromètre, on note une hausse générale de l'accès
et de l'utilisation de ces services un peu partout. C'est d'ailleurs quelque chose que vous pointez, hein. Vous dites entre 2019 et 2021, dans les services essentiels, il y a effectivement une augmentation. C'est surtout pour les produits bancaires, où il y a cette hausse de 2%, la santé de 11%, le commerce aussi de 11%, et puis l'administration de 14%. Quand on regarde après un petit peu plus en détail dans votre baromètre, on voit par contre qu'il y a certains services qui sont encore très peu utilisés par des gens qui ont peu de diplômes, notamment tout ce qui est en termes de santé. Là, il y a une très très grande différence. Comment vous l'expliquez, que ça soit ce domaine-là qui soit touché plus que l'administratif ou le PC banking? PC banking. Je dirais alors il y a peut-être évidemment il y a plusieurs éléments qui vont concourir. L'e-santé est quelque chose aussi déjà de plus récent. Ces 2 dernières années, on a dû y avoir recours de plus en plus. Donc déjà, dans les baromètres précédents et dans les études précédentes, on voyait que l'e-santé était moins appropriée, parce que ça demande aussi du temps de s'approprier ces services. Maintenant, on est dans un contexte aussi où beaucoup de personnes n'ont pas eu le choix. Justement, ces 2 dernières années, il a vraiment fallu, et en fait, de nombreuses personnes ont vraiment été confrontées au fait que les services ailleurs en physique, en fait, fermaient, et il fallait passer du jour au lendemain, avec toutes les difficultés que ça pouvait impliquer si on n'a pas le bon moyen d'accès, si parfois les démarches en elles-mêmes en fait sont assez complexes à comprendre, et si on n'a pas spécialement d'entourage ou de personnes sur qui se reposer, on peut éprouver de plus grandes difficultés. Est-ce que la question de la sécurité aussi sur Internet revient dans cette notion de vulnérabilité? Oui, alors tout ce qui a trait à la sécurité en ligne, c'est clair que c'est quelque chose qui prend de l'importance ces dernières années, et en fait le baromètre en témoigne, dans le sens où ça fait maintenant partie en fait de ce qu'on peut considérer comme étant des compétences numériques de base. Et parce que ça peut faire peur de mettre son dossier médical sur Internet, ou son code de banque. Faire un paiement. Faire un paiement, savoir en fait ce qu'on est en train de faire en ligne, et ça devient vraiment quelque chose aussi d'assez urgent, de pouvoir avoir cette culture numérique, de pouvoir comprendre, parce qu'on laisse énormément de traces en ligne. On a maintenant une identité numérique, donc on accède à ces services en ligne, c'est pas anodin. Le constat du baromètre, c'est donc la prise d'importance et la fragilisation potentielle que ces nouvelles compétences ont sur l'ensemble de la population, et le fait qu'en effet, il y a environ un tiers de la population qui est des utilisateurs qui en fait n'ont aucune, voire très peu de compétences en la matière. Alors, grâce à votre outil, grâce à ce baromètre, évidemment, vous faites des recommandations, je suppose, au monde politique, au monde peut-être de l'école aussi, pour avoir cette culture numérique et expliquer comment ça fonctionne? Alors, oui, je dirais que le message, au final, derrière ce baromètre, c'est vraiment de pouvoir montrer qu'une hausse de l'accès et une hausse de l'usage ne mène pas spécialement à une hausse des compétences numériques qui va suivre de la même manière. Et donc que le temps, en fait, qui est nécessaire pour s'approprier ces services numériques, il ne suit pas le rythme très rapide de la numérisation. Et donc il y a en effet une urgence à pouvoir repenser tout ceci de manière globale, de manière à ne pas laisser de personnes sur le côté. Oui, Est-ce qu'on peut faire une projection, je ne sais pas à votre niveau, si ça fait partie de l'étude, de cette recherche, une projection sur les années à venir par rapport à justement ces personnes qui sont dans la vulnérabilité numérique? Alors, faire des projections à ce stade, ça paraît, ça paraît compliqué. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un monitoring qui est réalisé. Donc, c'est une enquête qui se base aussi qui est coordonnée au niveau européen. Stadbel récolte des données tous les ans. Donc, c'est certain qu'il y a des possibilités de pouvoir suivre aussi à l'avenir, et surtout de voir de quelle manière en fait ces écarts vont évoluer à l'avenir. Merci beaucoup Laura Faure d'être venue pour nous présenter le baromètre. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'UC Louvain. Merci beaucoup. Merci à vous.